J'ai connu Eugénie alors qu'elle devait avoir 12-13 ans dans le mouvement des Cœurs vaillants âmes vaillantes. Ses parents habitaient à Nianing, son père était directeur de l'éducation surveillée et donc elle était à l'internat à Jeanne d'Arc et venait aux activités des âmes vaillantes. J'ai été sa cheftaine parce que je suis plus âgée qu'elle et c'est comme ça que je l'ai connue. La particularité de Eugénie très tôt, elle était volontariste. C'était très fort de voir. Elle était toujours prête à s'engager, à faire des choses. Et elle était à la fois très portée vers la religion. D'ailleurs, à l'époque, nous tous, on était persuadés qu'elle allait devenir bonne sœur, tellement elle avait cette aptitude à aller régulièrement à l'église pour prier. Elle avait toujours cette espèce de concentration par rapport aux affaires religieuses. Dans le même temps, c'était une femme de service déjà. On voyait parce qu'elle participait beaucoup aux activités de service, de soutien, que ce soit les activités qu'on avait pour les pauvres, que ce soit les activités dans l'église même, nettoyage de l'église, le jardinage, enfin tout ce qu'on faisait, mais aussi à la fois aux activités éducatives. On faisait beaucoup de théâtre pour les jeunes des quartiers, etc., etc. Et donc, c'est ainsi que je l'ai connue jusqu'au moment où moi, j'ai eu mon bac, je suis partie en France. Et je l'ai retrouvée des années après dans le mouvement politique, qui était extraordinaire pour moi, parce que quand je partais, la Eugénie que j'avais laissée était plutôt une Eugénie bonne cateau, mais qui m'avait frappé déjà à l'époque. Son père était aussi dans la politique. Il avait eu des problèmes à un moment, on l'avait arrêté, et donc sa famille avait dû quitter Nianing. Et j'ai vu Eugénie vraiment commencer à faire des petits boulots. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à écrire à Afrique Nouvelle, puis plus tard au Soleil, etc., pour aider sa mère, qui avait quand même des frères et des sœurs en bas âge. Elle a fait plein de petits boulots, de garder des enfants, du babysitting, comme on dit, etc. Et c'était rare à l'époque, parce qu'on ne connaissait pas ce genre d'activité. On était chez nos parents, bon, nous, ce n'était pas la même chose, parce qu'on était les filles du quartier. Mais elle, fille de fonctionnaire qui avait eu quand même une certaine aisance matérielle, on a vu cette fille vraiment se mettre à quatre pour aider sa maman, qui était quand même d'origine antillaise, à s'occuper de ses enfants. Et donc, quand je la revois des années plus tard, non seulement elle n'est pas devenue bonne sœur, ce que je croyais, etc., mais en plus, elle était engagée dans la politique et dans la politique clandestine. On a suivi le même moule. Nous, très jeunes, on nous a appris à être au service des gens plus démunis que nous, au service de causes, etc. Et c'est ça la force des mouvements catholiques, parce qu'on nous apprend à nous dépasser, à ne pas être concernés par notre petite vie, mais par exemple, on allait s'occuper des lépreux, on allait faire des dons pour les gens les plus pauvres dans les villages. On a eu à faire du théâtre dans des villages reculés à Peikou et tout ça, qui était le village des lépreux. Chaque année, la journée Raoul Folro, ça s'appelait, on vendait des boutons pour que les gens puissent aider les lépreux, il y en avait beaucoup. Et notre mouvement, on était impliqués. On allait aussi dans les villages qui étaient choisis par les religieuses et on apportait des dons, on faisait tout ce que, c'est-à-dire on était au service. Donc, que Eugénie ou moi, on se retrouve dans des mouvements politiques, ce n'était pas étonnant. Elle peut-être plus que moi, parce que je croyais qu'elle allait être religieuse. Vous voyez. Donc, elle s'est engagée, mais à l'époque, c'était l'engagement le plus radical. Parce qu'à l'époque, les partis politiques n'étaient pas autorisés. Il n'y avait pas de liberté de presse comme maintenant. Quand je vois tous les journaux qui sont partout, nous, on s'est battus, c'est nous qui nous sommes battus pour qu'il puisse y avoir cette liberté. Parce qu'à l'époque, on faisait sur des ronéos. Vous avez dû faire l'histoire de l'imprimé. Vous voyez, c'était des ronéos qui faisaient beaucoup de bruit. Et c'est comme ça qu'on a commencé à sortir les journaux qu'on appelait à l'époque Kharebi et qui a été à l'origine de beaucoup de problèmes politiques. Donc quand on m'a dit, parce qu'en plus on était organisé de manière cloisonnée, mais j'ai su, comme j'étais quand même plus ancienne qu'elle et à un niveau autre, j'ai pu comprendre, parce que c'était tellement rare d'avoir des femmes catholiques engagées politiquement à ce niveau,
quelqu'un m'a dit, tu sais, tu as une sœur là, qui est catholique comme toi, et on était les deux. Et j'ai dit, qui? Eugénie Aw. On l'appelait ERA, E-R-A, c'est-à-dire Eugénie Rokhaya Aw. À l'époque, on avait des substituts de noms, parce que comme on était dans la clandestinité, chacun, on t'appelait soit par tes initiaux, ERA, Mohamas, etc., ou on m'appelait plus même Changchi, la femme de Mao Tse-tung, pour pas que la police puisse nous avoir. Et c'est ainsi que Eugénie, avec son mari d'alors, Sow, se sont trouvés au cœur de ce qu'on a appelé les événements de 75. Il y a eu une première vague, décembre, janvier, où des gens allaient distribuer clandestinement le journal. Et il y a deux de nos camarades qui, en allant dans les régions, parce que l'idée c'était, il y avait un jour qui était choisi, et 3-4 jours avant, on devait distribuer le journal sur l'ensemble du territoire. Et le jour J, à partir de minuit, on devait commencer les distributions parce que tout ça, c'était clandestin. Et des camarades, en allant sur Kaolack et Ziguinchor, sont rentrés dans un taxi qui a eu un accident. Et les choses se sont envolées et la gendarmerie a dit, mais à qui appartient ce sac? On a arrêté un de nos camarades. Ils l'ont torturé. À l'époque, la torture était chose commune. Et il a donné le nom des gens. Donc, la police a commencé à arrêter une première vague, dont certains, et Landing Savané, qui était en voyage à l'étranger. Il est arrivé, on l'a arrêté à l'aéroport comme étant le cerveau de tout ça. Moi, j'étais rédactrice en chef de Famille et Développement. On est venu m'arrêter dans mon bureau pendant 8 jours. J'étais à la police centrale avec des prostituées pour soi-disant, moi, je faisais office de ministre des Affaires étrangères par mon travail qui couvrait 24 pays francophones. Je prenais des contacts avec l'étranger et tout ça, mais ils n'ont pas pu déterminer mon lien avec le journal. Et au bout de 8 jours, on m'a relâché. Mais le journal a continué à sortir. Et là, la police est devenue folle. Ils ont encore arrêté des gens, ils les ont torturés. Et c'est comme ça que le nom de Eugénie et de son mari sont apparus, parce qu'eux détenaient une partie du matériel chez eux. Et c'est comme ça qu'elle a été arrêtée. Elle était enceinte. Malgré tout ce qu'on a fait, on a pu dire les interventions. Ils n'ont pas voulu la relâcher et elle a fait une fausse couche en prison. Donc, elle a eu à vivre une situation extrêmement difficile. Et ça, c'est des choses qu'on doit dire. Que cette liberté de la presse, on ne l'a pas obtenue parce que les gens, comme maintenant, tout le monde va à la radio, à la télé, on fait des théories. C'est dans la pratique qu'une organisation comme And Youth s'est battue. Et en juin 1975, ils ont dit l'affaire And Youth qui était close parce qu'effectivement, ils avaient arrêté ceux qui apparaissaient comme les plus connus. Et il y a eu un procès retentissant. Certains ont été, comme Landing a été condamné 2 ans, d'autres 1 an, etc., etc. Et Eugénie, suite justement à sa fausse couche, avait été libérée. Donc c'est dans cette phase-là qu'on a eu à collaborer. Cette collaboration a continué sur le plan politique à travers les mouvements contre l'apartheid. On avait créé un comité sénégalais contre l'apartheid et Eugénie y était très active aussi. Et on a organisé une grande manifestation au moment où Abdou Diouf était président en exercice de l'Union, à l'époque c'était l'OUA, je crois que c'était en 86. On a organisé une très grande manifestation et la police est intervenue et on a arrêté plusieurs personnes, dont Eugénie encore, avec d'autres, les Mazindiaï, etc. Bon, moi j'étais avec mon fils qui avait 6 ans, on est venu nous bastonner, puis après on s'est battu un peu, ils nous ont lâchés, on est revenu. À l'époque, le lieu de rencontre, c'était le relais route de Ouakam, où se tenaient tous les meetings politiques, etc. Donc, Eugénie a eu à faire de la politique au moment où c'était le plus dur. Au moment où c'était le plus dur, elle avait perdu son boulot au Soleil parce que le Soleil était un journal gouvernemental, ne pouvait pas accepter quelqu'un qui avait été reconnu comme faisant partie d'une organisation clandestine puisse y travailler. Donc, elle a eu à vivre des moments extrêmement difficiles. C'est ainsi, par la suite, qu'elle a repris son boulot, etc. et qu'elle est partie après au Canada, continuer ses études, etc. Mais c'était quand même quelqu'un qui a osé. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident.
Les gens faisaient de la politique, on était le PS, c'était facile. Mais tous les autres, on faisait de la clandestinité. Ça voulait dire chaque jour, tu risquais d'être arrêté quelque part. Et vous savez, les droits humains n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant. On a arrêté des gens pendant 8 jours. On ne savait pas où est-ce qu'ils étaient. Parce qu'ils les prenaient, ils les planquaient quelque part. Le temps que nous, on n'avait pas les téléphones portables pour se parler et dire attention. Mais comme tout mouvement clandestin, on avait prévu tous ces cas-là. Donc, on disait, quand on arrête un camarade, il fallait aussitôt que quelqu'un soit toujours à côté pour avertir et qu'on prenne des dispositions pour disparaître ou cacher le matériel, etc., etc. Donc, c'est tout ça qui a amené Senghor, non seulement à partir, mais Abdou Diouf, dès qu'il est venu, a créé cette ouverture démocratique parce qu'il savait qu'il y avait une opposition clandestine forte qui, à chaque moment, sortait des papiers, disait ce qu'il fallait dire et essayait de conscientiser le peuple, comme on dit. Le journal Haribi, ce serait l'équivalent aujourd'hui. Il n'y a pas tout à fait, mais c'était un journal qui dénonçait le régime. Voyez, donc, la différence qu'on a avec ce qui se fait aujourd'hui, à l'époque, il y avait quand même des réseaux. On était très réseautés dans l'administration, dans les services, etc., par les gens de notre génération qui étaient passés par l'université, parce que la plupart d'entre nous, on venait de l'université, on a commencé à militer dans le mouvement étudiant, on a appris la pratique de l'activisme, ce qu'on appelle activisme politique, dans le milieu étudiant, et on savait que notre ennemi principal, comme on disait, c'était l'impérialisme français. Donc tout ce qu'on dit maintenant, là, on l'a dit il y a 40-50 ans, et on dénonçait la présence française qui était tellement forte que déjà en 71, on avait arrêté des gens parce qu'on manifestait contre la venue, la visite officielle du président Pompidou, qui était un ami de Senghor, qui venait, et certains avaient même lancé un incendie dans les locaux de l'Institut culturel français à l'époque. Donc, on dénonçait tout ce qui avait trait à la présence française, la présence militaire, la présence économique, etc. Mais on commençait surtout à dénoncer aussi certains faits de corruption dans l'administration. Et pourquoi le journal a eu une telle ampleur? Parce qu'on n'avait jamais, on ne publiait les fake news, on ne les connaissait pas. Mais on avait des documents, on faisait des papiers, franchement, où il n'y avait rien à dire. On ne nous a pas, on n'insultait pas les gens, on n'avait pas besoin. Mais on ne s'en prenait pas aussi aux personnes. Mais on dénonçait les pratiques dans l'administration, la corruption, le népotisme, etc. Et ça, c'était les thèmes récurrents. Effectivement, pour Senghor, qui se présentait comme le défenseur des droits, de la démocratie, et surtout, contrairement aux autres pays africains où il y avait des coups d'État, le Sénégal apparaissait comme un havre de paix. On montrait que d'abord, la situation sociale de la paysannerie, on avait énormément d'articles sur le monde paysan parce qu'on avait beaucoup d'enseignants qui étaient partout et qui pouvaient nous donner des informations, surtout à l'époque. Les problèmes liés à l'arachide, le saupoudrage des paysans. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans la campagne qu'on ne connaissait pas. Les gens l'ignoraient parce qu'il y avait à l'époque un journal. C'était Dakar Matin, puis Le Soleil, et eux ne parlaient pas des problèmes. Les ouvriers, on avait une tendance très ouvriériste. Beaucoup d'étudiants, quand ils avaient fini leur cours, ils allaient dans la zone industrielle, rentraient, essayer de savoir ce qui se passait avec les ouvriers, par exemple. Eugénie, dans ce cas-là, elle a utilisé le prétexte de faire un article, de faire des enquêtes. Elle a travaillé comme ouvrière dans les industries de poissons pour mieux pénétrer le milieu des femmes et arriver à parler de leurs conditions. Il y en avait d'autres qui ont fait ce genre de choses et les articles qu'on faisait étaient toujours basés sur une enquête. Parce que nous, en plus, on était maoïstes, on disait toujours pas d'enquête, pas droit à la parole. Ça veut dire que quelqu'un qui n'avait pas enquêté sur un sujet ne pouvait pas en parler parce que tu ne connaissais pas. Et Eugénie a été vraiment ouvrière. Pour pouvoir mieux connaître le milieu, elle s'est fait engager. En plus, elle faisait de l'alphabétisation
pour que les femmes puissent comprendre un minimum de français et travailler, etc. Donc, c'était une femme engagée. Ce n'était pas une histoire de quelqu'un qui faisait ça comme ça, mais elle était engagée, d'autant plus que, bon, sa mère était antillaise, donc elle n'était pas vraiment culturellement enracinée comme nous autres qui étions vécus. Ça lui demandait plus en termes d'engagement que nous qui pouvions rentrer, sortir dans le Wolof, etc. Donc, je crois que c'est ce qui nous a marqué tous, son engagement profond. Mais moi, je n'étais pas étonnée parce que c'est l'engagement religieux que je retrouvais à travers ça. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui s'est engagé en politique parce que c'est la mode, mais parce qu'elle y croyait. Et d'ailleurs, j'ai vu toute la trajectoire de professionnelle, elle a toujours travaillé en fonction de ses convictions profondes et qui étaient basées principalement sur son enracinement religieux. On pensait qu'elle allait être religieuse. Comme nous toutes, elle a eu sa période où, quand on était dans la clandestinité, c'est vrai qu'on était contre tout. Hein, on se rendait compte que beaucoup de principes religieux n'étaient pas appliqués comme ils devraient l'être. Hein, on utilisait la religion à des fins politiciennes. Mais, et ce qui fait que nous, on a dénoncé cela en disant les gens utilisent la religion comme un opium pour endormir le peuple, alors que la religion, au contraire, doit donner aux gens une conscience de l'injustice, des inégalités sociales, etc. Et des différences culturelles, des différences ethniques, etc. Parce que sinon, la religion n'aurait pas de sens. La religion prône l'égalité de tous les êtres humains. Donc, le principe même des droits humains, c'est basé sur des principes religieux. Vous voyez, donc, elle ne pouvait qu'adhérer à ces principes-là politiques parce qu'elle retrouvait quelque chose qui était profond en elle. Là, j'avoue que vraiment, je tombe encore des nues parce que 2 semaines avant, on s'était vu avec son mari lors d'un déjeuner. Et à la fin du déjeuner, c'était très intéressant quand j'y pense après, on était restés les trois. Son mari, elle et moi, tout le monde était parti et on discutait, elle et moi, de qu'est-ce qu'on devait faire aujourd'hui. Parce qu'on voyait que la politique, ça allait dans tous les sens, que les gens ne faisaient plus de politique. Mais en fait, c'était un genre de lumpen politique, on ne sait même plus. Est-ce qu'on est là pour défendre un projet de société, une vision alternative, ou est-ce on fait de l'opposition crypto-personnelle, où chacun veut s'enrichir, etc. Et on s'était dit, il faut qu'on se retrouve avec certains camarades de gauche pour réfléchir, qu'est-ce qu'on peut apporter comme une autre manière de faire de la politique aujourd'hui. Et franchement, moi, c'était donc le dimanche, j'ai reçu un texto, je crois, et puis j'ai dit, c'est pas possible. Aussitôt, j'ai appelé son mari, qui me dit, oui, c'est bien ça. Alors, je dis, mais quand est-ce qu'elle est tombée malade? Parce que quelqu'un venait de me dire, juste un jour avant, qu'il était avec elle le mardi ou le mercredi, je ne sais plus, à une rencontre. Alors j'ai dit à son mari, mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit qu'elle a vu quelqu'un, parce qu'on parlait du même sujet. Il me dit, oui, mais tu sais, ça s'est passé rapidement. Et c'est hier que j'ai vu que vraiment, elle partait, quoi. Et j'avoue, ça a été un choc, je ne sais même pas comment dire, parce que souvent, la mort vous apparaît comme quelque chose de loin. Hein, en général, on vit ça de loin et on ne pense pas que les gens qui sont autour de nous peuvent partir. Oui, avant-hier, j'ai appris aussi le décès d'une de mes meilleures amies aux États-Unis. Tout d'un coup, je dis, mais comment elle peut partir? Oh, c'est la fin de sa mission. Et j'avoue que Eugénie, ça m'a... Parce que je me disais quand même, c'est pas possible. D'autant plus que l'image, ça faisait peut-être quelque temps, je l'ai chahutée. Je lui dis, mais Eugénie, tu ne peux pas arrêter de marcher, parce que ça, c'est aussi quelque chose. J'oublie toujours. Elle marchait tout le temps. Eugénie n'a pas eu de voiture, ne sait pas, je ne sais même pas si elle sait conduire ou elle a un permis, elle marchait tout le temps. Et je me dis, mais elle ne peut pas mourir, parce qu'elle, en plus, elle avait une condition physique, ne serait-ce parce qu'elle marchait tout le temps. Chaque fois qu'on rencontre Eugénie, elle marche. Parce que celle que j'ai vue 2 semaines avant, on ne pouvait pas me dire qu'elle était malade et qu'elle allait mourir. Ça, c'est sûr que pour moi, ça a été un choc, vraiment. J'ai passé la nuit à me dire, mais comment? Mais comme j'avais parlé à son mari, qui m'a expliqué comment ça s'était passé,
En d'autres circonstances, je ne suis pas sûre que le tollé que sa mort a créé, a provoqué, allait exister, si on l'avait vue malade petit à petit. Mais des gens l'ont vue le mardi. Et on te dit le dimanche, elle est morte. C'est quand même assez impressionnant parce que les gens ne l'ont pas vue dans un hôpital ou couché, mais l'ont vue dans une activité. Donc, je crois que c'est ça, ça a provoqué vraiment un tollé général parce que les gens se sont dit, mais comment ça a pu se passer? Un jour, tu es là, tu ris, tu fais des choses, et le lendemain, tu es inerte. Eugénie que j'ai connue jeune, qui très vite a connu les difficultés de la vie, très vite s'est adaptée à avoir une vie sobre. C'est-à-dire, nous, en bonne sénégalaise, on aime s'habiller, Eugénie était très sobre. Franchement, son souci, c'était pas ça, c'était pas l'apparence. Elle était plus portée vers les choses intérieures. Et bon, on la voyait, quand elle riait, elle avait un rire parfois sarcastique. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'elle raconte et tout ça? Oh, il n'y a pas une fille plus marrante que ça. On a dans les années 80, j'ai pensé, oui, ça me vient, dans les années 85, 90, on était toute une bande avec Germaine Acogny, avec Vieux Savané. À l'époque, on habitait à Gibraltar 2, et j'organisais souvent des fêtes entre nous. On était là le samedi ou le vendredi, on venait, mais comme des fous. On s'amusait, on dansait toute la nuit. Et Eugénie, pour les gens qui ne la connaissaient pas, ils auraient dit, elle s'amusait, elle s'éclatait, et elle avait un rire très particulier, vous voyez. Mais à la fois aussi, de ce rire, elle pouvait être très sarcastique, mais aussi très sérieuse. Et beaucoup de gens connaissaient la Eugénie sérieuse, mais ne connaissaient pas la Eugénie, comment dire, qui peut faire des blagues non-stop, parfois des blagues que tout le monde ne comprend pas, mais elle avait ce côté aussi de la femme qui aimait la vie, mais de la manière la plus simple. C'est pas, elle n'avait pas besoin de choses extraordinaires, elle avait besoin peut-être d'être dans un milieu de vérité, de milieu où les gens étaient simples et avaient envie d'être bien. Et on a eu franchement toute une période de notre vie où on s'est amusé comme des enfants, parce que voilà, et ça ne nous empêchait pas de continuer à faire de la politique. Mais on avait nos moments où on s'éclatait un peu avec quelqu'un, je pensais à elle maintenant, comme Germaine Acogny, on était toute une bande de garçons et de filles, quoi. C'est une camarade. J'aurais dit une camarade féministe qui croyait dans sa cause, elle y croyait profondément. Et je crois, comme beaucoup de gens de notre génération qui étaient ensemble, elle était prête à donner sa vie pour ça et elle l'a montré. Donc pour moi, c'est vraiment une camarade au sens plein du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui pense aux autres d'abord, qui veut se battre pour que les autres prennent conscience et ensuite se libèrent de l'oppression qui est la leur. Ça, c'est vraiment Eugénie. Je ne pourrais pas mais c'était une camarade joyeuse. C'était pas, il y a des camarades qui sont tristes parce que quelque part, ils n'ont pas la foi qu'on peut y arriver. Eugénie fait partie des gens qui, si c'était dans 100 ans, elle ferait les 100 ans. Mais elle croyait qu'on allait vaincre, qu'on allait finir par asseoir une société égalitaire, une société juste, une société où les droits de chaque individu, hommes et femmes, parce qu'elle était féministe aussi, allaient être respectés. Ça, c'est Eugénie, une camarade, une vraie. On a participé à un déjeuner, il y avait un débat à la fin. Son mari m'a titillé, j'ai introduit un peu sur le féminisme. Elle a fait l'une de ses dernières interventions et on était plein d'espoir. On disait qu'on allait repenser la gauche au Sénégal, qu'on allait compter. Donc c'était un message d'espoir. Et on vous dit quelques jours après qu'elle était morte, bon, ça coupe les ailes parce qu'on se dit, bon, si les gens avec qui on peut faire ça sont en train de partir, ça pose problème. Mais bon, on a vécu d'espoir, comme on disait toujours. La révolution est un train. Il y a des gens qui descendent à chaque gare. Il y en a qui descendent parce qu'ils n'en peuvent plus, mais il y en a qui descendent parce que c'est la mort qui les a emportés. Et Eugénie fait partie de ces gens-là. Vraiment, espoir et espérance. Parce que toutes les deux,
on avait la foi, on s'est retrouvé dans beaucoup de choses parce qu'on a fait une trajectoire du maoïsme pur et dur. On est venu tranquillement à un équilibre entre politique et religion.